Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouvelle édition de 22 heures, dont voici les principaux titres. Ali Sébier, clôture de la 3e édition de la foire régionale. Et en actualité internationale, conférence donc sur la Libye, les dirigeants internationaux appellent à des élections libres. C'est tout donc pour les titres. Le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a reçu en début d'après-midi en visite de courtoisie le commissaire général du CITA, l'honorable député Abdoulaye Moussé, à la primature. Cette rencontre s'est tenue en présence du ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Warsame Diri, de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoui. Le commissaire général du CITA a fait un compte rendu de la 7e édition du Salon international du textile africain qui s'est achevé vendredi dernier en hypothèse avec la tenue de la nuit du coton parrainée par la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd. Il a en effet remercié le président de la République, M. Ismaël Marguerite, ainsi que le gouvernement djiboutien pour l'accueil fraternel et chaleureux qui lui a été réservé à lui, ainsi qu'aux 30 délégations qui sont venues participer à ce rendez-vous culturel sur le territoire national. De ce fait, le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a élevé le commissaire général du CITA, l'honorable Abdoulaye Moussé, au rang du chevalier dans l'ordre national du 27 juin pour le travail accompli pour la promotion du textile africain dans le monde. Le secrétaire général donc s'est réjoui, ainsi le Premier ministre l'a félicité pour la bonne tenue de la CITA. Le commissaire général de la CITA, Abdoulaye Moussé, a déclaré dans une interview qu'il est très honoré de recevoir le chevalier dans l'ordre national du 27 juin pour le travail accompli pour la promotion du textile africain dans le monde. Il a par ailleurs remercié le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, ainsi que le gouvernement djiboutien pour l'accueil fraternel et chaleureux. On l'écoute. L'ensemble des organisateurs internationaux et nationaux qui ont été décorés, c'est grâce à ceci qu'on a pu atteindre ce résultat. Et pour moi, j'ai dédié cette décoration à son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, qui est notre premier responsable, et notre mannequin international pour la valorisation du textile africain. Et pour moi, c'est une fierté, car c'est grâce à son Excellence et bien sûr d'autres partenaires que nous sommes arrivés à Djibouti. Et nous ne pouvons pas oublier l'ensemble de ces partenaires, comme Ebomaf qui a assuré l'ensemble du transport. Et franchement, merci encore à son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Merci beaucoup à l'ensemble du gouvernement. Merci à la population. Merci à l'ensemble des acteurs du textile de Djibouti. Franchement, si on pouvait rester, on allait rester. Mais on va partir et puis revenir. C'est ça qui fait la beauté. Merci beaucoup. La 7e édition du Salon international du textile africain a pris fin vendredi dernier à l'hôtel Kempinski. La première dame et présidente de l'UNFD nationale et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes a honoré de sa présence la cérémonie de rétribution des lauréats. À travers Mme Émilie Ahmed Araïta, notre pays a reçu le second meilleur prix composé d'un trophée, d'une attestation et d'une somme d'argent. C'est en ce sens que le journaliste Hamza Mohamed Ahmed a interviewé aujourd'hui à l'hôtel Djibouti Palace Kempinski Émilie Ahmed Araïta pour cette belle victoire. Voici ses propos. C'est vraiment un plaisir d'avoir pu participer à cet événement et d'avoir remporté le 2e prix. Pour moi, c'est vraiment un honneur. Je suis très fière d'avoir pu représenter mon pays, d'avoir pu participer à un événement aussi important aussi, et en plus qui se passe sur place à Djibouti. Donc je suis très heureuse de ce résultat et de cette expérience. Oui, ça a été beaucoup de travail, de préparation, bien sûr, comme tout événement. Et sachant qu'aussi, il fallait qu'on essaye de s'adapter justement aux règles mises en place par la CITA par rapport au textile, par rapport aux mannequins, par rapport à différents aspects de cet événement. Donc, une fois qu'on a eu les informations, etc., c'était à nous vraiment de bien travailler, de faire le maximum possible pour mettre en avant
notre culture, mais pas seulement ça, mais notre savoir-faire, montrer qu'on peut être créatif, qu'on est créatif, que la mode à Djibouti, elle existe. Même si on n'est peut-être pas au même stade que certains pays de l'Afrique de l'Ouest ou le Nigeria, etc. Il y a du travail à faire, c'est clair, mais on a gardé en tête que le but vraiment c'était de prouver et de montrer qu'on était là aussi, qu'on était aussi, comment dire, présent dans le monde du textile que les autres pays. Donc pour nous c'était vraiment de montrer nos produits, la créativité, les différents textiles, etc. Donc c'était vraiment quelque chose de très très positif pour Djibouti comme pour la CETA, je pense. Ça a été pour vous, ça a commencé... Oui, j'avais cette passion depuis très petite. Quand j'étais petite, j'aimais bien dessiner déjà. Et après, j'ai commencé à faire des petits dessins d'habits que j'aimerais porter. Ou quand je regardais les clips vidéo américains ou français, j'étais inspirée. Je me disais, oh, ça serait bien, etc. Et après, de fil en aiguille, j'ai essayé de me faire moi-même mes propres tenues. Et plus tard, à l'université, quand j'ai fini mes études d'art, je me suis dit, mais il faut que je reparte vers ce rêve-là d'enfant que j'ai toujours eu, c'est de faire de la mode. De faire de la mode mon travail, mon gagne-pain, ma passion, quoi. Donc pour moi, ça a toujours été là. Et je savais que j'allais revenir vers ça. Mais il fallait quand même que je passe par l'étape art, etc. pour développer ma créativité, développer mon savoir-faire. Donc pour moi, ça a été un long parcours, peut-être pas traditionnel justement. C'est pas un parcours classique. Mais c'est le mien et je l'assume complètement. Je remercie déjà le gouvernement djiboutien pour avoir vraiment ramené la CETA ici. On est très contents par rapport à ça. Donc bien sûr, la première dame, le président de la République Ismaël Omar Guelleh, la première dame Khadra Haïd, et bien sûr les deux ministères qui ont été là pour nous, qui ont tout fait pour nous faciliter les choses. La CETA pour avoir été ouvert d'esprit et nous avoir vraiment facilité les choses aussi. On a pu collaborer, même si ça n'a pas été facile dans certains moments, mais on a vraiment œuvré pour la réussite de cet événement. J'ai été épaulée par ma famille, mon mari, mes amis qui ont été là, qui m'ont beaucoup aidée. Le président du jury de cette 7e édition du Salon international de textile africain Armstrong Loa qui s'est déroulé donc du 10 au 12 novembre en République de Djibouti, a quant à lui est revenu sur les critères de sélection des différentes créatrices et créateurs de mode. On l'écoute. Vous savez, quand on venait à Djibouti, on savait, bon, on va voir des gens qui vont apprendre. Parce que voir Djibouti sur le podium, bon, c'était pas possible. Tous les membres du jury se disaient, bon, ils partent apprendre. Mais quand on est arrivé, c'était une jeunesse qui était ouverte au monde, qui avait une autre vision. Et à première vue, beaucoup de préjugés ont changé. Et le très honorable Abdoulaye Moussé, commissaire général du CETA, avait travaillé avec nous pendant 6 mois sur les critères. Origine du tissu, rentabilité du vêtement et accessibilité du vêtement. Démarche créative du premier vêtement au dernier vêtement, parce qu'il faut rester dans les règles de l'art. Et l'autre côté, le côté traditionnel, il faut toujours se rappeler d'où on sort. Donc à partir de ce moment, il fallait être dans le cadre. Maintenant, vous savez, pour être styliste, on ne devient pas styliste. On est d'abord styliste, mais on apprend les méthodes pour être styliste. Donc quand on a trouvé la jeunesse djiboutienne, elle était très avancée. Imaginez-vous, en finale, au demi-finale, on avait combien? On avait 5 djiboutiennes. En finale, on se retrouvait avec combien? Avec 3. C'était beaucoup, puisqu'on attendait. Et à ce moment, le travail était plus pointu. Il fallait regarder les finitions, la qualité, la gestuelle des couleurs, les termes et la manière dont c'était ordonnancé. En ce moment, c'était un travail le plus difficile depuis 6 ans que je suis jury. C'était le plus difficile. Parce qu'ils étaient départagés pas à 3 points, mais entre 1 et 2 points. Maintenant, Djibouti s'est en sorti parce qu'à l'intérieur, il y avait une âme. Parce que l'île Maurice, c'était
une institut qui a travaillé, dont il y avait plusieurs âmes. Mais à Djibouti avec une âme, et l'âme, vous le voyez la créatrice, elle véhiculait la joie de vivre, elle véhiculait son quotidien. Et à l'intérieur, il y avait un côté strict. Ça veut dire, elle a eu une discipline de travail qui lui permet d'être, elle voulait oser, mais elle restait stricte. Dans ce moment, on voyait qu'il y avait du potentiel. Et la beauté du choix, c'est que tous les jurys étaient unanimes de ce qu'on s'est donné. Donc si on peut dire, quel individu qui a gagné? Émilie a gagné. Mais quel est le pays qui a gagné? C'est l'île Maurice, parce que là, il y a un classement. Mais là, ce n'était pas une personne, c'était plusieurs personnes qui ont travaillé. Donc moi, je tenais déjà à féliciter ce travail et cet engouement. Et je pense qu'on connaît d'abord Paris par les champs. On connaît les grandes métropoles par leurs couture et par leurs vêtements. Et quand un pays a déjà une image qui monte, il est nécessaire que le pays investisse énormément sur cette image qui peut être l'ambassadrice de la culture. Parce que nous, partout où on part dans chaque pays, on demande quel est le climat, on s'habille comment. Et quel est le créateur auquel on peut s'habiller. Donc vous avez cette opportunité aujourd'hui que beaucoup de pays n'ont pas. On est arrivé dans certains pays, aucun enfant du pays n'était au classement. Donc vous avez une chance et une grâce. Et je pense que tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a du potentiel. Maintenant, il faut se mettre davantage au travail. Le plus compliqué, ce n'est pas d'arriver au sommet. Le plus compliqué, c'est de rester au sommet. Notre ex-ambassadeur au Japon, Ahmed Araïta, qui n'est autre que le père d'Émilie, qui a remporté le second meilleur prix du CITA, nous a livré sa réaction de voir sa fille réaliser ses rêves. On l'écoute. En tout, fier de ce qu'Amélie a fait, de son parcours, mais je suis très heureux que Djibouti soit hissé au premier rang, pratiquement au deuxième rang, mais au premier rang en tant que Djiboutienne et au niveau du continent africain. Et je pense que ce qu'il y a d'important aussi, c'est que ça véhicule des valeurs. Ça véhicule des valeurs telles que l'unité, telles que la solidarité. Et beaucoup de gens ont pu se rendre compte que Djibouti est un pays d'hospitalité, n'est-ce pas? Et ma foi, c'est vraiment une fierté que de voir que Émilie arrive à ce niveau-là. Et moi, en tant que parent, j'aurais aimé qu'elle soit docteur, qu'elle soit juriste, qu'elle soit sénatoriale et tout. Mais ça a été son choix. Et à partir du moment où c'est son choix et qu'elle a décidé d'aller de l'avant, je crois que c'est elle qui avait raison. Et donc, je suis content de vivre ce moment-là. Vous l'avez soutenu dans ce choix-là? Je l'ai soutenu. Au début, il est vrai que j'étais un peu réticent parce que l'art vraiment ne fait pas vivre son bonhomme, mais elle a tellement insisté. Et puis nous nous sommes retrouvés dans un pays vraiment fait pour l'art, où la diplomatie culturelle prend le devant, où la culture est un soft power qui est utilisé de par le monde pour mettre en relief leur pays, c'est-à-dire le Japon. Là, je me suis dit, quelque part, elle a eu raison. Toujours en nouvelles du pays, exposition inédite de la 3e édition de la foire régionale d'Ali Sébié a été clôturée donc ce samedi. Une délégation conduite par le ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Ouarsama Dirié, s'est rendue samedi après-midi à Ali Sébié pour prendre part à la clôture de la 3e foire régionale en compagnie du commissaire général du CITA, Abdillahi Moussaï, et autres membres du comité international d'organisation du site, ainsi que le préfet de la région, M. Moussa Aden Miguene, du député Abdou Siki Dirié. L'antenne d'Ali Sébié affiliée au Club des jeunes entrepreneurs djiboutiens en étroite collaboration avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture, avec le soutien sans faille de la préfecture et du conseil régional et le centre de leadership et de partenariat et de l'entrepreneuriat a organisé la 3e foire régionale d'Ascaville sur l'esplanade 6 devant les locaux de la préfecture ou la place locale de l'indépendance durant 3 jours consécutifs. Au cours du 3e jour, la clôture, la délégation conduite par le ministre du Commerce et du Tourisme est venue visiter cette foire inédite de la région initiée par des jeunes entrepreneurs ambitieux. Les visiteurs de marque en compagnie du préfet de la région, Moussa Aden Miguene, et du député Abdou Siki Dirié. Ces derniers ont donc passé dans tous les stands de cette belle foire inédite. Ils se sont donc arrêtés longuement dans chaque coin d'exposition des productions des différentes natures.
Au cours de leur passage, la délégation n'a pas manqué de saluer, d'encourager et d'acheter un bon nombre de produits exposés, ce qui s'est avéré comme un bon présage aux yeux des hommes et des femmes. Monsieur le Président Ismaël Omar Guelleh, grâce à qui nous sommes là aujourd'hui pour célébrer et faire de Djibouti la capitale du textile africain. C'est vrai, j'ai profité avec l'amitié et aussi la collaboration parfaite avec le ministre du Commerce et du Tourisme, venir au niveau de Ali Sabé pour rendre visite à des braves femmes et hommes qui se battent à travers l'artisanat. Nous avons vu qu'au niveau du perlage, Djibouti est un peu plus avancé même que le Burkina Faso. Toujours, mesdames et messieurs, en actualité nationale, l'hôtel Kempinski a abrité une réunion entre la République du Djibouti et le programme des pays PNUD en partenariat pour le développement durable, bilan et perspectives, donc regroupant ainsi les membres du gouvernement. En effet, sur la base de l'UNDAF, le programme des pays actuels CPD 2018-2022, prolongé jusqu'en 2024, positionne le PNUD comme un partenaire majeur, moteur du changement sur la voie du développement des pays. Étant donné que Djibouti est vulnérable au choc climatique et géopolitique, le PNUD, en partenariat avec le gouvernement de Djibouti et avec le soutien du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale du ministère de tutelle. Il a réussi donc à mobiliser plus de 54,5 millions de dollars, soit 86% de l'objectif du CPD pour contribuer au développement durable de Djibouti. Le partenariat du PNUD avec le gouvernement de Djibouti sur la formulation et la réforme des politiques transformatrices comprend le soutien à la réponse socio-économique à Covid-19, la stratégie nationale pour la capacité statistique, le plan de développement national de deuxième génération, le soutien à la stratégie de réduction des risques et des catastrophes. But I wanted to take the last day to send a message about UNDP. The first message is that I wanted the program to be transparent so that you know what we have done, what we haven't done actually also, because I think the ambition is still high to be met. And then I wanted also to give you a sense of ownership. And thank you so much, Minister Ulufa. I know we haven't had enough chance to collaborate in your new role, and I had the pleasure of working with Ifrah. But I am sure that my successor, she already have the contracts of your consultants for the social protection and everything. So it's locked. I made sure that whoever had something pending from me, including for Minister Hibu, was achieved. I wanted also to appreciate Douali. Douali was not only a colleague, but a person that I shared with him a special passion that I have in life. À présent, je vous propose de suivre l'allocution du ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussa Douali. Donc, le programme des Nations Unies pour le développement. Et effectivement, en ma qualité de ministre de l'économie, tout en ayant donc un partenaire du gouvernement directement responsable du système des Nations Unies, en l'occurrence le ministère des Affaires étrangères. Le ministère de l'économie et des finances reste le principal partenaire du programme des Nations Unies, donc le PNUD, en sa qualité donc, de ministère de l'économie et du plan. Et on a eu le plaisir de travailler avec Mme Fatima pendant ces quelques dernières années et réaliser pas mal de succès, on va dire, ensemble. Dont les derniers seront présentés, entre autres, demain pour la première fois, donc, ce qu'on appelle le SDGs Investment Map. C'est une photographie des différentes opportunités d'investissement à Djibouti, enfin possibles à Djibouti et potentiellement rentables pour n'importe quel investissement et en particulier dans le cadre des objectifs de développement durable. Mais nous avons également eu l'occasion de travailler sur notre deuxième plan national,
qui va également être, puisqu'il a été adopté en Conseil des ministres très récemment, qui sera rendu public dans les semaines à venir, donc avec son lancement officiel public, dont le PNUD a été également un partenaire instrumental. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, s'est lui aussi exprimé au cours de cette réunion entre le gouvernement et le PNUD. On l'écoute. D'abord, de votre présence à cette rencontre, qui est une rencontre d'évaluation d'une étape importante dans le cadre de la mise en œuvre du programme pays de l'UNDAF. Ce programme pays est un travail qui a été réalisé d'un commun accord avec le gouvernement et reprend les priorités du gouvernement dans le cadre du développement socio-économique de notre pays. Il y a des priorités qui ont été identifiées dans le cadre de ce programme pays qui entrent directement dans la ligne droite de la vision 2035 qui se décline, comme vous le savez, en plans quinquennaux, notamment le SCAP, la stratégie de croissance accélérée pour l'emploi, qui a pris fin et qui sera prochainement remplacée par ici, Djibouti. Ici, inclusivité, connectivité et institutions, réforme des institutions. Le gouvernement a travaillé ces dernières années à faire en sorte de créer l'environnement nécessaire afin que ce plan quinquennal puisse donner les résultats escomptés. Les objectifs sont très clairs, c'est la réduction de la pauvreté, c'est la création d'emplois, c'est la consolidation de la résilience, c'est aussi la consolidation, la réforme des institutions publiques de notre pays. Je dirais quelques mots sur la réforme des institutions, qui est l'étape essentielle et importante dans la rationalisation des ressources de notre pays. Nous avons commencé, au sein du gouvernement, un débat très important sur la réforme des EPA, qui sont les établissements publics à caractère administratif. Nous allons faire suivre cette réforme par la réforme des EPIC, qui est donc les établissements publics à caractère commercial. Cette réforme est très importante parce qu'elle est la fondation d'une, je dirais, efficacité dans l'action publique. Toujours en nouvelles du pays, sous la présidence du député Shermak Moussé Arré, la commission des finances, de l'économie générale et du plan de l'Assemblée nationale a poursuivi ce dimanche 14 novembre l'examen du projet de loi numéro 138 de la 8e législature relatif à la loi des finances rectificatives de l'État pour l'exercice 2021. Lors de cette réunion, le gouvernement était représenté par le ministre du Budget, M. Abdelkarim Adacher, accompagné par ses hauts responsables du département ministériel. Les discussions ont porté sur les dépenses, les déficits publics de projet de loi et continueront jusqu'à demain. Cette réunion donc s'est déroulée sous des bonnes conditions et ainsi l'ensemble des députés ont annoncé qu'ils vont poursuivre l'examen de ce projet jusqu'à demain. Et passons maintenant au cas du point de presse sur le Covid-19. En ce dimanche 14 novembre 2021, la situation épidémiologique de la Covid-19 en République de Djibouti se décline ainsi. 2 patients déclarés guéris, 380 tests pratiqués, 0 cas positif et 0 décès. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, en collaboration avec UNESCO, ICBA, a organisé ce matin un atelier de formation sur la pédagogie transformationnelle pour la consolidation de la paix à Djibouti. Le secrétaire général du MENFOB, M. Abdallah Mohamed Mahyoub, le coordinateur principal du programme Saliou Sal, la coordinatrice du projet et point focal culture de la paix et la directrice du CFEF ont donc présidé la cérémonie de lancement de l'atelier de formation de formateurs portant sur la pédagogie transformationnelle pour la consolidation de la paix à Djibouti.
Dans le contexte de cet atelier, le travail de l'UNESCO et la consolidation de la paix, la résilience et la prévention de l'extrémisme, de la violence à travers le domaine de l'éducation en Afrique est guidé par l'agenda 2063 CESA 2016-2025 ainsi que le programme et cadre d'action d'éducation 2030, notamment la cible 4.7 des objectifs du développement durable. Plus généralement, l'objectif principal du projet est la consolidation de la paix, le renforcement de la résilience et la prévention de l'extrémisme. Au nom de la directrice de l'UNESCO IGBA, Dr Yumiko Yokozeki, empêchée pour les besoins de la conférence générale de l'UNESCO, je voudrais vraiment vous exprimer tout l'honneur et le plaisir que nous avons à être présents ici dans le cadre de cette formation, au niveau de cette thématique vraiment novatrice qu'est la pédagogie transformationnelle. Mesdames et messieurs, vous convenez avec moi donc que ces objectifs sont très, très importants. La pédagogie transformationnelle, exactement, a le potentiel de transformer nos écoles et nos universités. Et il est important d'insister sur l'université parce que l'université est le milieu où l'on retrouve la plupart des adolescents. Et l'université est un milieu où l'on constate beaucoup de conflits. L'université est un milieu où l'on retrouve des jeunes qui sont vulnérables à la violence. Donc, beaucoup de mouvements recrutent au niveau de ces adolescents-là. Donc, il est important que les enseignants de l'université soient impliqués dans ce que nous faisons. À présent, je vous propose d'écouter le secrétaire général du MENFOP qui a présidé l'ouverture de cet atelier. Chers collègues, soyez les bienvenus à cette formation. Je voudrais tout d'abord, au nom du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, au nom du ministère tout entier, mon nom personnel, souhaiter la bienvenue à la délégation qui vient des différents horizons et aujourd'hui pour travailler avec nous sur une problématique centrale qui est d'actualité aujourd'hui, qui est la problématique donc de l'éducation à la paix et le développement de la culture de paix. Vous êtes chez vous, ici, ça veut dire que vous êtes en sécurité. Ça veut dire que vous êtes libre de vos mouvements. Ça veut dire que vous êtes donné à vous épanouir, à vous développer, à dire ce que vous voulez, à vous exprimer, à vivre avec nous comme nous devons le vivre, nous vivons aussi. Si vous êtes chez vous, quand on dit à quelqu'un, c'est pour montrer qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation de paix et de sécurité. Et ça, c'est par la grâce de Dieu, mais aussi par la grâce des hommes et des femmes qui composent ce pays-là. Et le travail de tous les jours. Ne pensez pas que la paix que nous avons aujourd'hui est une paix qui est naturelle. Mais c'est une paix qui est construite tous les jours et qui est maintenue tous les jours par des activités et des actions des hommes et des femmes qui composent ce pays-là et qui chérissent ce pays-là et qui veulent qu'il soit toujours un havre de paix. Et c'est ce qui est aujourd'hui. Dans un contexte aussi volatile que nous vivons aujourd'hui, autour de nous, Djibouti a toujours et sera, Inch'Allah, un havre de paix parce que vous, en tant que formateur, vous, en tant qu'enseignant, vous, en tant qu'éducateur, vous avez su développer dans l'esprit des jeunes enfants cette culture d'une appartenance à une nation, cette culture d'une appartenance à un pays, cette culture qui fait fi de la différence, qui déconstruit les préjugés, mais qui permettent et facilitent le vivre ensemble. À présent, écoutons la réaction de la coordinatrice de ce projet portant sur la pédagogie transformationnelle. Aujourd'hui, on est au CFF. L'éducation nationale organise en collaboration avec UNESCO IGBA une formation qui abrite aujourd'hui une formation des formateurs sur la pédagogie transformationnelle. Donc l'objectif, c'est de former des enseignants qui vont former eux aussi sur le terrain, donc sur la pédagogie transformationnelle. Pour la consolidation de la paix à Djibouti. Le public cible de cette formation sont les enseignants de l'enseignement supérieur, des inspecteurs de l'éducation nationale, des conseillers pédagogiques. La formation va durer du 14 au 18 novembre. Toujours en nouvelles du pays, l'Assemblée du Conseil régional de Tadjoura a tenu sa 5e session extraordinaire
Oudaï dans la sous-préfecture d'Eranda avec la participation du député Ahmed Ouadad et la population du secteur de Daï. La séance donc a été ouverte par le président du conseil régional avec 5 points à l'ordre du jour dans le bilan du mandat et le programme de développement rural, les différents projets 2020-2021, les missions du conseil à l'étranger et enfin le site du projet hydroponique. La tenue de la réunion de l'Assemblée Oudaï qui s'inscrit dans le but de rapprocher les élus et la population qui a eu l'occasion de participer donc et d'observer le déroulement des débats au sein d'une assemblée régionale. Le président du conseil régional a salué les efforts et l'énergie que fournissent donc la population locale pour le développement de leur région. Il les a vivement encouragés dans l'agropastoralisme en profitant des ressources naturelles de la région, un climat favorable et une terre fertile. Le président a également sensibilisé la population sur la culture hydroponique, une autre facette innovante de l'agriculture qu'il va initier dans le secteur du Daï. Pour la même occasion, la séance est clôturée par une visite du site du projet hydroponique dont le lancement est prévu très prochainement. Dans le cadre du programme national de l'alphabétisation, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, en collaboration avec ses partenaires et les comités de gestion communautaire, ont clôturé la vaste campagne de sensibilisation menée auprès de la population pour promouvoir la participation aux cours d'alphabétisation pour les adultes. Étaient donc présents les représentants de l'UNIFD, le comité de gestion de Balbala 12 et des participants de ce quartier. Ce programme national de l'alphabétisation s'inscrit dans le cadre global de la lutte contre l'alphabétisation dans les différents quartiers qui s'est clôturé à Balbala. Cette campagne de sensibilisation a pour objectif d'encourager et d'inciter la population à profiter des cours d'alphabétisation fonctionnelle qui se déroulent dans les écoles de Djibouti-Ville et dans les régions de l'intérieur. Et enfin donc, pour clore l'actualité nationale, la brigade de la gendarmerie de Dikil a démantelé une bande organisée spécialisée dans le vol des marchandises sur les poids lourds transitant et circulant sur la route nationale 1. L'enquête des gendarmes a commencé au début de ce mois de novembre après qu'une recrudescence des vols de fret est signalée dans les villages d'Abhaïtou et de Gallamo, tous situés entre Dikhil et Gorabous, le mercredi 10 novembre 2021. Au petit matin, après avoir identifié les malfaiteurs présumés, les enquêteurs de la brigade de Dikil ont interpellé une partie de la bande et un wrestler qui était rapidement été reconnu dans la foulée. Cette bande organisée serait déjà impliquée dans une vingtaine de vols de marchandises sur camions transitaires. Les camions étaient dépouillés alors qu'ils se trouvaient garés sur des parkings extérieurs non sécurisés ou bien lors des montées abruptes qui forçaient les poids lourds à rouler lentement. Cartons de riz, sucre, farine et huile étaient donc les marchandises ciblées après les vols. Les délinquants dissimulaient les marchandises dans les broussailles des environs avant de les écouler dans le marché local. Au cours donc de cette perquisition, les gendarmes de la brigade d'Ekhil ont retrouvé pas moins de 800 000 francs de marchandises volées. Toutes les personnes donc impliquées en qualité d'auteurs, complices ou wrestlers seront présentées devant la justice pour répondre de leurs actes. De là, nous passons à l'actualité internationale. Comme je l'ai précisé dès le début de ce journal, conférence sur la Libye, les dirigeants internationaux appellent aux élections libres. Réunis à Paris, plusieurs dirigeants internationaux ont réaffirmé leur souhait de voir des élections présidentielles et législatives libyennes, libres, régulières et inclusives et aussi crédibles. Depuis la chute de l'ancien président libyen Muammar al-Kadhafi en 2011, ce pays d'Afrique du Nord n'a pas connu de stabilité politique, connaissant un partage du pays entre plusieurs camps rivaux. Au cours de cette conférence, le président du Conseil italien, Mario, a tenu à rappeler la situation catastrophique des migrants qui arrivent sur son sol. Pays de l'Union européenne, le plus proche de Tripoli, l'Italie accueille chaque jour des centaines de migrants en provenance de la Libye. Leur situation sur le territoire libyen est régulièrement dénoncée par les ONG. La communauté internationale présente à Paris a prévenu tout ce qui est à l'intérieur ou à l'extérieur du pays tenterait d'entraver ou de remettre en cause ou de manipuler les élections seront passibles de sanctions par la voix de son secrétaire général Antonio Guterres. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellent suivi du programme sur Télé Djibouti.